à tous les anges qui continuent à vivre dans notre monde. Toute vie achevée est une vie accomplie, de même qu'une goutte d'eau contient déjà tout l'océan. Les vies minuscules, avec leur début si bref, leur infime zénith, leur fin rapide, n'ont pas moins de sens que les longs parcours. Il faut seulement se pencher un peu pour les voir et les agrandir pour les raconter. Françoise Chandernagor, La Chambre, édition Gallimard. J'ai tenu à commencer cette conférence par ces mots qui me semblent résumer un petit peu tout ce que nous avons sur le cœur. Alors je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nadia Bergougnou. J'ai écrit quelques livres, dont un qui me touche fort puisque c'est Le ventre vide. C'est ce que j'ai vécu il y a 27 ans, la perte d'un enfant. Depuis, j'ai créé un groupe sur Facebook. J'ai regardé ce soir nous sommes 600. 600 paranges, donc le mot parange, nous en parlerons tout à l'heure, mais vous imaginez la signification qu'on lui donne, parent d'ange. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je suis une mamange, je suis une maman qui a perdu un enfant. Je mène ce combat depuis des années, je sais que ça va être difficile pour une partie d'entre vous et peut-être pour moi parce que c'est ma première conférence. Je tenais également ce groupe de paranges à saluer toutes les mamanges qui vont nous écouter un petit moment grâce à cette vidéo en direct, mais aussi ensuite à travers le film. Je tenais à leur dire mon soutien. Je pense ce soir à Raphaël qui administre le groupe. Je pense à Gaël, je pense à Alex, j'aurais trop de noms à vous donner. Je pense à tous ces paranges qui sont dans la douleur parce que le deuil périnatal, c'est un tabou. Donc nous allons en parler. Voilà. Donc le deuil périnatal, le décès périnatal, il faut d'abord quand même savoir ce que c'est, en donner une définition. Il faut savoir également qu'à l'heure actuelle, 10 morts sur 1000 à peu près, 10 enfants morts sur 1000 avant la naissance, 3,2 sur 1000 jusqu'à 7 jours de vie. Donc la mort périnatale est celle de l'embryon. On parle d'embryon jusqu'à 14 semaines. Ensuite, on parle de fœtus jusqu'à la 22e semaine. Et à partir de 4 mois de grossesse, on commence à parler d'enfants. Ça n'a pas été toujours comme ça. Et certaines lois sont arrivées, heureusement, pour une certaine reconnaissance du deuil périnatal. Ce deuil périnatal, il va jusqu'à 7 jours après l'accouchement, voire un petit peu plus. Alors, les textes juridiques, parlons-en. En 1977, le deuil périnatal n'était pas reconnu. L'OMS, l'Organisme mondial de santé, a fixé le seuil de la reconnaissance d'un être humain à 4 mois et demi de grossesse. Ça veut dire qu'avant, il n'existait pas. On n'en parlait pas. Ça passait à l'as. Ou une taille de 24 cm. C'est triste à dire, mais voilà, on mesure un enfant à des centimètres, à un poids égal à 500 grammes. Jusqu'en 1993, pas de reconnaissance de l'enfant, ni sociale, ni juridique. Le fœtus est considéré, je suis désolée de le dire, comme un déchet anatomique. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai connu ce deuil périnatal en 1991. Ça va être un peu compliqué pour moi d'arriver à vous en parler. Je n'ai pas vu mon enfant, je n'ai pas pris dans les bras, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. À partir de ce moment-là, 20 années où je n'ai rien dit, où je n'ai pas parlé. Ma famille, heureusement, une partie de ma famille m'a soutenue, et puis on n'en a plus parlé. Cet enfant, il a disparu. Jusqu'au moment où j'ai décidé de demander mon dossier médical, et où j'ai su que ma fille donc, était morte un 13 mai 1991. Je ne m'en rappelais plus. J'avais oublié ce jour. Où j'ai eu les résultats de l'autopsie. Je n'ai pas eu de photo, c'était le but. Je voulais une photo, je n'en ai pas eu. Voilà pourquoi
je me suis engagée dans ce combat. Voilà pourquoi j'ai ouvert ce groupe Facebook pour que jamais plus les parents, je ne sois seuls, pour qu'ils puissent venir crier leur colère, pour qu'ils puissent nous montrer la photo de leurs anges, parce que même dans les familles, parfois, on ne peut pas. On ne peut pas en parler, on ne peut pas le montrer. Depuis 1996, beaucoup de choses ont changé. Donc l'enfant est déclaré vivant et viable, c'est-à-dire qu'on accouche d'un enfant, il est vivant, mais il meurt tout de suite après. Donc un acte de naissance peut être accordé, un acte de décès qui sera dressé par l'officier d'état civil. L'enfant peut naître vivant mais non viable. L'officier d'état civil établit alors un acte d'enfant sans vie. C'est quand même une reconnaissance de l'existence de cet enfant. L'enfant est mort. Donc depuis le décret de 2008, un acte d'enfant sans vie peut être adressé aux parents qui le souhaitent. C'est important à savoir. Beaucoup de parents ne savent pas qu'ils peuvent marquer le passage de leur enfant par cet acte-là. Ça n'est pas grand-chose, mais je pense que les parents savent que c'est très, très, très important quand même pour nous. Alors les causes du décès, la fausse couche. Avant 4 mois et demi, on parle de fausse couche, c'est environ une grossesse sur 5. J'ai tenu à rajouter l'interruption volontaire de grossesse. Certaines personnes ont du mal à accepter que l'interruption volontaire de grossesse puisse faire partie du deuil périnatal. Il faut savoir que les interruptions de grossesse, ce n'est pas seulement parce qu'on est jeune, on a oublié sa pilule, on n'est pas en âge de procréer. Beaucoup d'interruptions de grossesse sont des accidents de la vie. Nous n'avons pas à juger cela. En tout cas, moi, je ne me permettrai pas de juger les personnes qui ont décidé d'interrompre leur grossesse. Pour moi, elles font aussi partie du deuil périnatal. On ne sort pas indemne d'une interruption de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, donc c'est à tout moment de la grossesse, c'est la mort de l'enfant. Si vous me permettez, je parlerai de l'enfant parce que pour moi c'est un enfant. À partir du moment où on l'a dans le ventre, c'est un enfant. C'est la mort de l'enfant in utérus. Donc souvent on parle de... Oui, on porte cet enfant dans le ventre, il est mort. Et on parle aussi de mort fétale in utero, on parle de cercueil vivant. Beaucoup de mamans m'ont dit que pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines, elles avaient été obligées de porter cet enfant dans le ventre en sachant qu'il n'était plus là. Donc ça rajoute encore au drame que l'on vit. C'est cette forme-là de perte que j'ai eue. Et la mort néonatale, après la naissance, de 7 jours jusqu'au 28e jour. Voilà ce que c'est donc que le deuil périnatal. Le devenir des corps, je sais que ça va être un petit peu compliqué d'en parler aussi, mais il faut en parler. À partir de la 15e semaine, si on a un acte d'enfant né sans vie, les parents peuvent lui offrir des funérailles. Ça n'est pas obligatoire. D'accord ? S'ils ne décident pas d'offrir des funérailles, c'est l'hôpital qui s'en chargera. Ce sera soit une inhumation, soit une crémation collective. Donc, on peut demander un certificat de crémation, ce n'est pas obligatoire. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, donc pas de remise des cendres à la famille, évidemment, puisque c'est une crémation collective. Et souvent, ces enfants sont placés dans des, comment on appelle ça déjà, des jardins du souvenir. Voilà. Voilà. Pour la sécurité sociale, l'acte d'accouchement reste soumis au seuil de 22 semaines et 500 grammes. Bon, ça, c'est au niveau des allocations, etc. C'est pour vous montrer un petit peu la différence entre les différents établissements. Avant de parler de ce deuil périnatal, parlons de la forme d'attachement. Comment est-ce qu'on s'attache à un enfant? On planifie une grossesse ou pas, ou elle arrive par surprise. Mais quand elle arrive par surprise, la plupart du temps, on est heureux. On a confirmation de cette grossesse. On accepte cette grossesse. On commence à se sentir enceinte. Je parle pour la maman, évidemment. On commence à sentir cet enfant bouger en soi. Donc, l'attachement se fait de plus en plus présent.
On accepte le fœtus comme un individu distinct. C'est notre bébé, on va le sortir de notre ventre, il va vivre, ça va être notre enfant. On pense à la naissance, à la vue de ce nouveau-né. On veut le toucher, on lui prodigue des soins. Mais ça, c'est quand les naissances se passent bien. Malheureusement, la plupart du temps, pour les paranges, ça s'interrompt beaucoup plus tôt. Le deuil, définissons-le aussi. Le deuil, c'est la perte de tout objet fortement investi, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal, d'une chose ou d'une idée. C'est le cheminement psychologique que connaît tout individu. Pour faire son chemin de deuil, il y a plusieurs étapes à respecter. Il faut prendre son temps, il faut accepter de prendre son temps. On ne peut pas faire son deuil immédiatement. Et parfois, cela dure des années, des dizaines d'années. Les étapes du deuil, d'abord, le choc, le déni. Quand le deuil arrive, évidemment, on le refuse. Ça n'est pas possible. Ça ne peut pas nous arriver à nous. C'est impossible. C'est un choc. Puis il y a la colère. Il y a la protestation. La colère contre qui? Contre moi? Contre les médecins? La plupart du temps, ça se passe comme ça. Moi, je n'ai pas su garder mon enfant. Je ne suis pas arrivée à garder mon enfant. La médecine, ils ont dû faire quelque chose qui n'allait pas. Ça n'est pas possible. C'est de leur faute. Il y a cette colère qui va sortir. Elle peut durer longtemps. La désorganisation, la prise de conscience du caractère définitif de la perte. À un moment donné, on se dit, c'est fini, je ne pourrai plus le voir, mon enfant n'est plus là. Puis après, une étape de réorganisation, de résignation, de recherche de sens. Longtemps après, très longtemps après parfois. Et parfois, ça n'arrive pas. L'acceptation, ou plutôt l'adaptation. Et là, la stabilité, la paix, la sérénité, de nouveaux projets. L'acceptation, c'est important. Quand on est en colère et quand on a perdu son enfant, on ne peut pas accepter cette situation. On ne peut pas accepter ce qui se passe avec la famille proche. On ne peut pas accepter ce qui se passe avec les amis, leurs réactions. On va en parler de ça. Cette acceptation, je crois qu'après 27 ans, alors je dois vous dire qu'avant, j'ai eu une fille. Elle est magnifique, elle a 31 ans. Elle va me faire un beau bébé. Puis j'ai perdu un enfant. Puis j'ai eu une autre fille. Elle est là, c'est Anaïs. Puis j'en ai eu encore une. Elle est par là. Et c'est Manon. Voilà. Bien sûr, elles m'ont énormément aidée pendant ce chemin de deuil. Elles n'ont pas remplacé ma fille. Je ne vous donne pas encore son prénom, je vous expliquerai pourquoi. Elles n'ont pas remplacé ma fille, elles sont là, chacune à sa place. En fait, quand j'ai été enceinte, j'avais un prénom. On avait un prénom avec mon mari, on voulait l'appeler Anaïs. On trouvait ça très joli. Et donc, on est parti dans cette idée de l'appeler Anaïs. Et puis elle est partie à 5 mois et demi. Et pendant ces 20 ans, c'est plus de 20 ans, je ne lui ai pas donné de prénom parce que il ne le voyait pas comme une chose, comme un remplacement ou quoi que ce soit. Je vous assure, ça n'est pas ça du tout. J'ai donné ce prénom. J'ai pas donné son prénom, j'ai donné ce prénom à Anaïs. Pas pour le remplacer, j'espère qu'elle l'a compris. Mais pendant 20 ans, je n'avais pas de prénom. Et puis un jour, poussée par les personnes de notre groupe, j'ai voulu faire ce livre témoignage, parce que c'est un livre témoignage, où on parle un petit peu de tout ça, mais où il y a également le témoignage des paranges. Et je pense qu'écrire l'histoire de l'enfant qui a disparu, c'est important. C'est lui donner une existence, c'est soi-même lâcher cette colère, lui donner une existence. Il a vécu, c'est écrit, il est là. Donc j'ai écrit ce livre. Et à la fin de ce livre, je suis allée voir mes 3 filles et je leur ai dit, voilà, votre sœur, vous le savez, elle n'a pas de prénom. Donc elles se sont consultées toutes les 3. Et puis Anaïs est venue. Et puis elle m'a dit, elle s'appellera Siana. Et Siana, si vous le voyez, c'est l'anagramme d'Anaïs. Donc voilà, un chemin de deuil qui se passe différemment selon les gens. Raison pour laquelle aujourd'hui je peux parler, je peux aider,
je veux aider, je mènerai ce combat. Il faut absolument que ce tabou tombe avec les gens proches comme avec les autorités, et nous en parlerons aussi. Pour faire ce travail de deuil, il faut un corps. Il faut un corps, c'est-à-dire, il faut voir son enfant. Je ne l'ai pas vu, donc ça a été très difficile. Les choses ont évolué. Aujourd'hui, on présente le corps de l'enfant. On fait participer à la toilette parfois. On le présente aussi à la famille proche si les parents sont d'accord. Mais on a besoin, je parle se détacher entre guillemets, mais pour accepter cet état-là, on a besoin d'avoir un corps. On a besoin d'un rituel pour pouvoir le laisser partir. Quand je parle de rituel, je ne parle pas obligatoirement d'un enterrement, d'une église ou quoi que ce soit. Un rituel, ça peut être, je vais lui mettre une fleur, on va me donner des empreintes, je vais garder un souvenir de lui. Mais ce passage aura été noté. Et on a besoin d'une place reconnue au défunt. Une place reconnue, c'est-à-dire qu'il soit reconnu par les proches, par les amis et par les autres. Et puis il y a les deuils compliqués. Donc les deuils compliqués, je pense que malheureusement que beaucoup d'entre nous l'ont connu. Une nostalgie permanente, une nostalgie qui dure selon l'accompagnement que l'on aura. Colère, culpabilité, difficulté à se projeter dans l'avenir. On se dit que jamais plus on ne pourra avoir d'enfants, qu'on n'a pas le droit, qu'on ne peut pas s'appeler maman, même si on n'a eu que cet ange-là qui est passé. On n'a plus confiance en soi, on a amené la mort. Ni en soi, ni envers les autres, parce que les autres ne sont pas venus vers nous, alors qu'on attendait. On n'en a pas parlé, mais on attendait. Un détachement émotionnel, parce qu'on se protège. On se dit, bon, si je reste dans mon petit monde, il ne m'arrivera plus rien. On peut négliger aussi sa santé, son psychique, et parfois, malheureusement, des comportements autodestructeurs. Si vous voulez intervenir pendant la conférence, n'hésitez pas. Le papa, la place du papa. Nous avons dans notre groupe Facebook, si mes souvenirs sont bons, sur 600 mamanges, 4 ou 5 papanges. 4 ou 5 papas. Ils ne parlent pas souvent, mais ils sont là. Ils ont fait l'effort de venir. C'est très compliqué pour le papa. Là, il a une place très, très, très difficile. La première chose qui se dit, quand un drame comme ça arrive, je dois être fort. Je dois être fort pour ma femme. Je dois la soutenir. On ne pense pas au papa. Le papa qui souffre, le papa qui a perdu son enfant, mais le papa qui se dit « je serai fort pour ma femme ». Il se sent complètement isolé parce que quand on vient le voir, on lui dit « alors ta femme, comment elle va ?» Et moi, comment je vais? Personne. Souvent, personne ne lui demande. Il se dit « est-ce que je dois tourner la page ?» Ou parfois, il se dit « je vais tourner la page, on va passer à autre chose. » Parce que je dois être fort, parce qu'il faut aller de l'avant. Parfois, malheureusement, il est indifférent. Alors pourquoi est-ce qu'il est indifférent? Indifférent est peut-être un grand mot, mais nous l'avons porté, notre enfant, dans notre ventre. Nous l'avons senti bouger. Est-ce qu'on l'a partagé avec le papa de manière à ce qu'il se sente papa? Est-ce que les papas n'ont pas l'impression d'être vraiment papa au moment de l'accouchement? Donc c'est une situation très compliquée pour le papa, cet attachement qui vient peut-être un petit peu plus tard, surtout si une grossesse est interrompue au bout de quelques semaines. Il faut qu'il soit présent, il faut qu'il soit acteur. On lui demande beaucoup, parce que oui, il doit soutenir sa femme, mais oui, il doit lui parler, oui, il doit lui faire part de sa peine, et il faut avoir cette envie-là de partager. On a été deux à le faire. On a besoin l'un de l'autre. C'est ce que je voulais dire aux papas qui sont concernés. Et puis il y a le couple.
Donc, comme je vous l'ai dit, le drame est souvent vécu de façon différente. Dans notre groupe Facebook, mais je pense dans tous les groupes que l'on connaît, ou chez les mamans avec qui on peut en discuter, on parle souvent de séparation après un deuil périnatal, parce qu'il n'y a pas eu justement cet échange, ce partage entre les parents, parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Une maman qui a perdu son enfant peut rester pendant des mois comme ça à souffrir, à ne pas vouloir aller vers son mari parce qu'elle a l'impression qu'il ne comprend pas ou qu'il veut nier l'événement ou qu'il veut oublier l'événement. Ça n'est pas toujours le cas, mais c'est l'impression que souvent les mamans ont. La culpabilité, pourquoi la culpabilité? Même parce qu'on se sent coupable. On a porté cet enfant, il n'est plus là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il ne soit plus là? Donc une forte culpabilité, souvent de la maman, mais souvent aussi du papa. Tourner la page pour un couple, c'est compliqué. Certains y arrivent, j'ai entendu quelques témoignages de parents qui... Alors, tourner la page en espérant avoir un autre enfant rapidement, ça arrive. Je ne pense pas qu'on puisse tourner la page de cette manière-là. Mais pour certains couples, c'est peut-être aller de l'avant, aller vers une réussite qu'ils n'ont pas eue. Donc ce serait ça, tourner la page. Et puis il peut y avoir aussi l'éloignement, la non-compréhension entre le couple. Mais il faut aussi respecter les différences. C'est-à-dire que les mamans comprennent pourquoi le papa réagit de cette manière, que les papas comprennent que les mamans ont un lourd fardeau à porter, qu'il leur faudra beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la communication qui est importante entre eux. La famille. Donc là, on parle de non-communication. Il faut savoir que les enfants, si vous leur parlez avant 2 ans, vous leur parlez du départ de leur frère ou de leur sœur, ils vont se dire, bon, il est parti, mais il va revenir. Ils n'ont pas cette conscience de la présence de l'enfant. C'est à peu près à partir de 9 ans qu'on sait que ça ne sera plus... On ne verra pas, la mort est là, il n'y a pas de retour. Mais, quand même, je me permets de le conseiller, ça, mais chacun décide de ce qu'il fait. Il est important de parler du départ à ses enfants. Vous êtes enceinte, vous avez eu un gros ventre, puis vous n'avez plus de ventre. Alors je vais vous donner une anecdote qui pourrait paraître comique. Quand j'ai perdu Sienna, ma fille aînée était avec sa nounou, et voilà ce qu'elle lui a dit, maman avait mangé trop de pâtes. Donc maintenant, elle a digéré. Quand je suis rentrée à la maison, c'est ce que ma fille m'a dit. J'ai ri, jusqu'aux larmes, bien sûr, et je l'ai prise avec moi et je lui ai expliqué les choses. Et elle a tout à fait compris. Donc, je pense qu'il est important de ne pas cacher, de ne pas avoir... apprendre ça après 20 ans, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne manière. Là, je vous donne ma propre vérité. Chacun, évidemment, le fait à sa manière. Les grands-parents, pourquoi les grands-parents? Pourquoi une double souffrance? Eh bien, parce qu'ils ont perdu un petit enfant, mais aussi ils ont un enfant qui souffre énormément. Et l'entourage, là, c'est compliqué. Et je pense que vous serez toutes d'accord, celles qui sont concernées. L'entourage ne sait pas comment réagir. Comment aller vers la maman qui a perdu son enfant? Que lui dire? Est-ce qu'on ravive la douleur? Est-ce qu'on doit l'accompagner? Est-ce qu'on doit faire comme si de rien n'était? On va en reparler aussi. Par contre, et là on va sortir toutes les phrases et les mots à bannir. Vous avez eu des jumeaux, il en reste un. L'horreur absolue. Il vous reste un enfant. Bon, l'autre est parti, mais il vous en reste un. Vous referez notre bébé plus tard, mais bien sûr qu'on en refera plus tard. Mais le nôtre, là, celui-là, il n'est plus là. Ça va aller, vous ne l'avez pas connu. Ben non, c'est un enfant non né, il n'a pas existé. Bien sûr qu'on ne l'a pas connu, il n'a pas été dans notre ventre, il n'a pas bougé, on n'a pas eu un ventre arrondi, on n'a pas espéré pour lui un avenir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas grave, vous êtes encore jeune, vous pourrez en avoir. Bien sûr, il faudra en avoir. Heureusement qu'on pourra en avoir. Mais lui, il a été là, il a existé.
C'est moins grave que si vous aviez vécu avec lui. Il vaut mieux maintenant que plus tard. Et je vous assure que ces phrases, elles sont là. Elles arrivent. Il faut oublier et penser à l'avenir. Je l'ai entendu. Vous en avez d'autres, vous en aurez d'autres. Donc c'est la négation complète de l'enfant que vous avez porté. Il faut vous bouger et reprendre le dessus maintenant. Mais bien sûr, dès demain, il n'y a pas de souci. Je reprends ma vie, tout va bien. Donc voilà, les phrases et les mots à bannir. Le malentendu aussi, qui bloque tout. Sachez que les parents ont besoin, un besoin vital de parler de cet enfant, de leur bébé, de la souffrance. Ils ne veulent pas qu'on oublie leur enfant. Ça n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça dans leur vie et qui a disparu. On a besoin qu'on parle de nos enfants. On n'a pas besoin qu'on en parle tous les jours, mais on a besoin qu'on reconnaisse l'existence de cet enfant. C'est vrai que parfois ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de déranger, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont gêner. Donc dans ces cas-là, il faut aller vers eux. Allez-y au moins une fois. Dites-leur que vous avez reconnu leur souffrance. Parlez avec eux. Certains y pensent en permanence parce que c'est récent. Certains y pensent en permanence parce que la plaie ne s'est pas fermée. Mais on n'est pas triste tous les jours. On est triste de cette non-reconnaissance, du fait qu'on nie ces enfants. Et l'entourage attend qu'on en parle. Parfois, ça se passe bien. Ils sont rassurés, ils peuvent aller vers nous. Parfois, ils sont gênés, donc nous, on se replie sur soi. N'hésitez pas à en parler. Même si vous avez l'impression que, non, c'est votre vie, vous allez embêter les gens, c'est pour vous-même. Parlez-en, faites reconnaître l'existence de cet être cher. Voilà ce qu'il faut dire. Je serai toujours là pour parler de lui ou d'elle. Soyez ouverts vers ces personnes. Je ne l'oublierai jamais. Dis-moi ce que tu ressens. C'est amener la personne à parler, à lâcher un petit peu de sa peine. Et très important, comment s'appelait-il? Comment s'appelait-elle? Souvent, on est tellement surpris de cette absence, de ce départ si précipité, qu'on n'a pas eu le temps de donner un prénom. Je l'ai donné au bout de 20 ans, ce prénom à ma fille. Et aujourd'hui, j'ai mis quelques mois quand même à dire Sienna, Sienna, Sienna. Je disais mon ange, mon ange. Aujourd'hui, c'est Sienna, c'est ma fille. C'est une de mes 4 filles. Elle est là, elle existe. Donnez un prénom à votre enfant. Et voilà, il existera déjà pour vous. Et puis, il existera aussi pour les autres. Le personnel médical, ce sont les premières personnes que l'on rencontre quand on vit ce drame. Donc on va en parler parce qu'ils sont très importants et parfois on ne rencontre que ces personnes-là. Parfois on vit ce drame tout seul. Donc le personnel médical, il est vrai qu'il est obligé parce qu'il voit malheureusement des drames comme celui-ci arriver tous les jours. Donc il est obligé d'avoir une certaine neutralité, une bonne distance. Et puis ça le confronte à ses propres angoisses. Il peut aussi, lui, avoir vécu ces mêmes drames. Mais il arrive parfois, par manque de formation, je crois, ou bien parce que le personnel médical se protège, qu'il y ait cette froideur, cette distance. J'ai eu beaucoup de témoignages de ce type-là, de personnes qui ont perdu leur enfant et qui se sont senties abandonnées par ce service médical. J'ai eu aussi des témoignages de personnes qui m'ont dit « heureusement qu'ils étaient avec moi, heureusement qu'ils m'ont soutenue. Je n'avais pas ma famille, elles étaient là, elles m'ont aidée, elles m'ont accompagnée. » Et comme on l'écrit ici, dans le monde médical, la mort est souvent vécue comme un échec. Le premier mouvement étant de se protéger. Donc, on continue avec le personnel médical. Il est là du début à la fin, son rôle est primordial. Ce que l'on demande, c'est de l'empathie, un accompagnement,
Le personnel médical, alors la plupart du temps, ce sont les infirmières, ce sont les sages-femmes, elles ont beaucoup de travail, elles ont beaucoup de personnes à s'occuper, donc elles ne peuvent pas obligatoirement être sans cesse avec vous, alors que c'est le moment où on a le plus besoin de ce soutien. Simplement montrer qu'elles sont là, montrer qu'elles vous ont compris, montrer qu'elles savent que vous êtes dans la douleur. Je dis elles ou il, hein, parce qu'on a aussi du personnel médical masculin. Cela influence considérablement le travail de deuil. Et j'ai eu également dans le groupe beaucoup de témoignages de ce type-là. Il est important, on se rappellera tout le temps de ces personnes. Je vais revenir sur ma propre expérience parce que je ne peux pas parler de celle des autres. Quand j'ai éjecté mon enfant, parce que je l'ai éjectée, c'est-à-dire qu'elle est tombée sur la table, j'ai demandé à la personne qui était là, alors c'est vraiment une fille, parce que je savais que c'était une fille. Et j'ai eu comme réponse, oh je ne sais pas, il vaut mieux pas savoir. Elle est partie et je n'ai jamais vu mon enfant. Je parle là du pire des cas. Mais voilà, je pense qu'il y a une formation à faire. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec des infirmières qui m'ont dit que c'est vrai que dans leur cursus professionnel, souvent il n'y a pas cet accompagnement-là, cette formation-là qui est très, très, très importante. Autre chose, accoucher d'un enfant mort dans une maternité où vous entendez à côté des enfants qui viennent à la vie. Je pense que certaines, ça va leur rappeler malheureusement des souvenirs. C'est la pire des choses qui puissent arriver. Donc je crois qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Je sais que les hôpitaux n'ont pas beaucoup de moyens, je sais que c'est compliqué, mais se retrouver dans une maternité en train de perdre son enfant, c'est très, très, très compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après ce drame-là, après quelque temps, vient peut-être une nouvelle grossesse. Les mots sont négatifs, presque tous. Pourquoi suis-je triste parce que j'attends un enfant? Mais c'est horrible. Eh bien, c'est la plupart du temps les mots que l'on entend. Je suis triste, pourquoi? Est-ce que j'ai le droit d'espérer encore donner la vie? Comment va se passer cette grossesse? L'angoisse. Est-ce que ça va se renouveler encore une fois? Est-ce que je vais arriver à le tenir jusqu'au bout? Le stress, pendant 9 mois, à chaque visite chez les gynécologues, le stress, est-ce qu'il est encore là? La valeur de son existence. Pourquoi la valeur de son existence? Eh bien, la plupart du temps, dans les premiers mois, dans les premières semaines, les premiers mois, on ne va pas lui donner de valeur. On ne va pas se donner le droit de lui donner une valeur. On va se dire non, je ne peux pas m'attacher à quelqu'un que je risque encore de perdre. Et ce n'est qu'au fil des semaines, au fil des mois, quand on voit que tout va bien, que là, on va se donner le droit d'être heureux, d'avoir cet enfant. La fragilité de sa présence, effectivement, toujours pareil. On n'a pas ce vécu de grossesse épanouissante que connaissent les personnes qui n'ont jamais connu le deuil périnatal. Et enfin, la délivrance de pouvoir tenir son enfant dans les bras. Mais voilà, il faut savoir qu'une grossesse, après la perte d'un enfant, ça ne se passe jamais, jamais de manière sereine. Il faut savoir pourquoi, pour l'accompagner, pour accompagner les parents qui ont perdu des enfants, pour supporter parfois leur sale caractère, parce qu'on se protège comme ça, avec la colère, Bon, déjà, quand on est enceinte, on a un caractère qui change un peu. Mais alors, imaginez une maman qui a perdu déjà son enfant et qui vit une grossesse qui n'est pas sereine. Donc, le maître mot dans tout ce que je viens de dire, c'est communiquer. Apprendre à communiquer, dans tous les sens du mot. Que ce soit les parents qui ont perdu un enfant, que ce soit les personnes qui accompagnent les parents qui ont perdu un enfant, la famille proche, très important, les amis, important aussi, les enfants. Voilà, tous les gens qui entourent ces parents. N'ayez pas peur d'aborder ce sujet. C'est de cette manière-là, et uniquement de cette manière-là, que les parents endeuillés pourront aller de l'avant.
que ce soit pour les mamans, que ce soit pour les papas, communiquer. Voilà au niveau de ce que je voulais vous dire sur le deuil périnatal et j'espère que nous pourrons discuter un petit peu après. Je voulais vous parler maintenant de ce combat que je mène, que nous menons depuis 2 ans et demi environ. Quand un enfant perd ses parents, il est orphelin. Quand une femme perd son mari, elle est veuve. Quand les parents perdent un enfant, ils sont quoi? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé sur pas mal de sites, surtout sur les sites québécois, où ils sont plus en avance que nous. Et j'ai trouvé que ce mot parange convenait tout à fait au nom que l'on pourrait donner aux parents qui ont perdu un enfant. J'ai tenu à vous mettre quand même la définition du mot ange, parce que souvent, et je peux le comprendre, quand on parle d'ange, on imagine religion. Il n'y a pas que ça dans la définition du mot. Ça peut être religieux, tout à fait, mais un ange, c'est aussi une personne qui possède une qualité physique ou morale, c'est surtout un terme d'affection. C'est vrai, on dit souvent mon ange. Donc parent d'ange, parange. Donc nous nous battons depuis 2 ans et demi, d'abord au travers d'une pétition que j'ai envoyée chez Larousse, pour laquelle j'ai eu une réponse. C'est un drame tellement important qu'on a du mal à nommer ces gens. Donc, et puis on ne connaît pas trop le nom, donc il faudrait l'utiliser plus. Et pour l'utiliser plus, il faudrait peut-être pouvoir en parler plus. L'avoir dans le dictionnaire serait peut-être une solution. Donc aujourd'hui, nous avons, à ce soir, je pense qu'on est à 26 400 signatures, c'est pas mal, mais ça n'est pas encore assez. Donc j'ai écrit à l'Académie française qui m'a dit oui, c'est sûr, c'est un drame, mais voilà, il faudrait le faire passer, qu'on le voit sur Internet, qu'on en parle à la radio, etc., etc. Bon voilà, on continue à se battre. Moi j'ai tout mon temps et je suis à la retraite dans 10 jours. Ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà, Madame la Présidente de la République m'a envoyé son soutien, mais je n'ai rien vu arriver de plus. Donc voilà ce mot. On a quand même eu des soutiens. J'ai eu la chance, grâce à un député de notre département, de rencontrer M. Pivot et de rencontrer donc, le député qui m'a bien soutenu. Nous avons beaucoup d'articles qui sont sortis, mais ce n'est pas encore assez. Donc voilà la pétition, si certains d'entre vous ne la connaissent pas encore. Il suffit de marquer sur votre moteur de recherche Larousse, un nom dans le dictionnaire pour les parents, et vous y arriverez direct. Donc là, j'ai pris le dernier chiffre, vous voyez, je ne vous mens pas. En fin d'après-midi, on était à 26 385 signatures. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette conférence ce soir et pas un autre soir. C'est le 15 octobre. Le 15 octobre, c'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Donc, il n'y a pas beaucoup de réactions dans le département, il n'y a pas beaucoup d'animation autour de ce deuil-là. Je me suis dit que c'était l'occasion de parler de nos disparus. Et voilà, je pense que l'année prochaine, on refera autre chose et puis on continuera comme ça. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. J'ai vu des visages changer, je n'ai pas besoin de savoir qui est impliqué ou pas. Si vous voulez donner un témoignage, si vous voulez en parler, c'est le moment, n'hésitez pas. Nous sommes filmés, je crois que vous l'avez vu, je vous en ai parlé au début. On ne vous voit pas, mais le film, on va l'utiliser, vous comprenez maintenant peut-être pourquoi. Est-ce que quelqu'un veut parler ? Oui? Attends, je t'amène le micro. Excusez-moi, ça va être facile. Je suis la sœur de Nadia. J'étais présente. Mon mari aussi a été présente. C'était à Vienne, je crois. Oui. Je ne voulais pas le dire, mais oui. Bon, je ne raconterai pas ce que j'ai vécu. J'ai vécu. Je regrette une seule chose.
C'est peut-être le plus d'avoir parlé assez. Voilà, c'est tout. Ben écoutez, moi je suis contente d'en parler ce soir parce que il y a 26 ans, j'ai perdu mon fils pendant l'accouchement. Moi j'ai eu une grossesse idyllique et je suis rentrée à la maternité pour accoucher comme toutes les mamans qui attendent leur premier enfant. Et j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui n'était pas venu parce qu'il était alcoolique. Donc je n'avais pas de dilatation du col. Et il fallait simplement faire une piqûre pour dilater le col de l'utérus. Et le temps d'appeler un autre médecin, comme c'était une petite maternité, il y a eu le décollement du placenta, ce qui est la chose la plus normale dans un accouchement. Et quand le deuxième médecin est venu, mon enfant était en train de s'étouffer. Et moi j'ai fait un arrêt cardiaque, donc mon fils est mort-né. Et il a fallu de très très longues années pour en parler, parce que moi j'étais très très jeune. D'ailleurs c'est la première fois que je le fais en public. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance de la famille, parce que c'est une douleur globale, parce qu'il y a un milieu social. Moi c'était en 1992, j'étais très jeune. Et quand on vient d'un milieu social, c'est pas évident, parce que ça se fait pas. Et puis, il a fallu que j'ai fait des fécondations in vitro. J'ai fait toutes les procédures possibles pour avoir un enfant. Je n'ai pas pu avoir enfant. Tellement la culpabilité était grande, tellement les non-dits étaient forts, tellement la douleur était persistante. D'ailleurs, après mon accouchement, j'ai fait une NDE, puisque j'ai fait un arrêt cardiaque du choc pendant 4 minutes. Et j'ai fait 2 mois et demi d'amnésie. À quel point le fait de ne pas parler, de ne pas être entouré, on peut s'autodétruire complètement. Et puis après, les années passent et miraculeusement, je suis tombée, alors ça va vous paraître abominable ce que j'ai vécu, mais je suis tombée une deuxième fois enceinte, 13 ans plus tard. Et ce soir, ça fait 13 ans en arrière. Donc, tout ce que vous avez décrit, c'est vrai. La stupeur de tomber enceinte spontanément, après fécondation, après opération, l'angoisse totale de savoir comment ça va se passer. On ne se donne pas la permission d'être heureux, parce qu'on anticipe un malheur à venir. Puis au fil des mois, tout se passe bien, jusqu'au jour où, au 6e mois de grossesse, on m'annonce que mon enfant n'était pas viable. La maladie de von Schreiben, un cas sur 10 millions. Donc un cas sur 10 millions, il a fallu absorber ça. Absorber le fait que mon enfant ne pouvait pas respirer, avait un trou dans le cœur, une tumeur dans le cerveau, et accepter de signer un papier comme quoi je mettais fin à sa vie. Donc la double peine, après la culpabilité, l'acte de la sentence de mort sur son propre enfant, c'était ça, ou accepter une souffrance intra-utérus catastrophique, puisqu'il était en état de souffrance abominable. Et j'ai mis 15 jours avant de décider d'accoucher. Et j'ai accouché, j'ai mis 3 jours pour accoucher d'un bébé de 7 mois. D'ailleurs, on m'a mis une dose de morphine d'une femme de 80 kg. Or, j'en faisais, enceinte de 6 mois, à l'époque, je faisais 51, 52 kg. Pareil, donc après, l'espèce de silence, la double culpabilité. Et en fait, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Alors après, ça, c'est on y croit, on n'y croit pas. Moi, au sein de mon NDE, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Avec les années, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec des gens qui ont vécu ces expériences, d'autres qui n'ont pas vécu d'expérience, et avec nous-mêmes. Et je me suis aperçue, pour ma part, que de ces expériences catastrophiques, puisque maintenant, à mon âge, je n'aurai jamais d'enfant biologique, on pouvait avoir une vie incroyablement riche et incroyablement pleine d'amour. Moi, c'était le message que je voulais donner. Parce que normalement, n'importe qui de normalement constitué à ma place se serait suicidé. D'ailleurs, j'y ai pensé plus d'une fois. Je voulais vraiment mettre fin à ma vie parce que je n'avais aucune raison de vivre. Et je me suis aperçue qu'en m'accrochant au bonheur et en m'accrochant à l'idée que le bonheur amenait du bonheur, et au début c'était des états de violence
permanente pour me dire que, hormis qu'on a le droit au bonheur, c'est que on devait rendre les autres heureux, je me suis aperçue que j'ai été comblée par les enfants autour de moi, par mes neveux, mes nièces, par les enfants que j'ai accompagnés dans ma vie, et qu'aujourd'hui je suis en paix, vraiment, et sereine, et paradoxalement extrêmement heureuse. Et que ces drames, aussi douloureux et abominables qu'ils ont été, m'ont rendu meilleure. Alors c'est un chemin, c'est très compliqué, mais en même temps, Boris Cyrulnik parle beaucoup de la résilience. Je pense qu'on peut réellement transformer la pire des douleurs en une fleur extraordinaire. Et il y a vraiment un espoir extraordinaire pour son bonheur et pour le bonheur des autres. Et un malheur, on n'a jamais d'explication, même si je crois profondément qu'il y a une raison. Dans tous les cas, on peut être extrêmement heureux après la plus grande des souffrances. Voilà, c'est vraiment la chose que je voulais dire. Je te remercie. C'est difficile de commencer à parler, mais c'est libérateur. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Tu parles de paix, c'est vrai, on n'imagine pas. Quand on est jeune, on n'imagine pas. On se dit, la paix, je ne la connaîtrai jamais. Je peux dire comme toi, au bout de 27 ans, je suis en paix, j'ai accepté cet état-là. Je suis en paix parce que, et je peux en parler, donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fondé ce groupe, c'est la raison pour laquelle je peux mener ce combat, c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire ma première conférence sur le deuil périnatal. C'est la raison pour laquelle ce soir je suis heureuse. C'est difficile de vous dire ça, heureuse malgré les visages rouges que je vois. Heureuse de vous dire que un jour, même si vous n'y croyez pas, vous aussi vous serez en paix. Mais parlez-en, communiquez. D'autres personnes veulent intervenir ? Merci. Alors moi, et je ne sais pas si dans le cadre de la périnatale, quoi, mais quand j'ai été mariée, j'ai pas pu avoir des enfants naturellement, on a fait des simulations artificielles qui n'ont pas marché, et puis une fécondation in vitro, et j'ai donc été enceinte, et j'ai perdu le bébé à un moment de grossesse, mais j'ai quand même du mal à... Je dis que le mois de grossesse, c'est pas... Non, il faut pas dire, c'est pas... C'est pas court, hein. Et je pense toujours, et j'ai beaucoup de mal à oublier. Je comprends. Je vous remercie. Merci à vous pour le travail que vous faites. Merci. Certaines mamans, justement, comme vous, qui ont porté un enfant pendant quelques semaines, même moins que quelques semaines, ne se donnent pas le droit de se dire maman. Et moi, sachez qu'à partir du moment où vous avez porté un enfant dans votre ventre, vous avez été maman, vous êtes maman. Vous avez le droit de dire que vous êtes maman. Vous êtes une maman qui a perdu un enfant. Mais vous êtes maman. Et ça, il faut vraiment que vous arriviez à vous le mettre dans la tête. Parce que j'en ai aussi entendu beaucoup de témoignages qui me disaient comme vous, oui mais moi ça compte pas, je l'ai perdu dans les premiers temps. Non, non, non. Vous êtes maman. Et vous avez le droit de vous exprimer. Et vous avez le droit d'avoir une douleur aussi importante que la douleur de personnes qui l'ont portée plus longtemps. Merci en tout cas. Je voudrais rajouter, avant que nous nous quittions, que ce mot parange, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous ne voulons pas l'utiliser uniquement pour les personnes qui ont connu un deuil périnatal.
Ce mot parange, il est également pour les personnes qui ont perdu un enfant, tout simplement, à quelque âge que ce soit. C'est-à-dire des gens qui ont connu leurs enfants, même des enfants qui ont eu 50 ans. Ces personnes-là n'ont pas de nom pour les qualifier. Donc ce mot parange, c'est pour les gens qui ont connu le deuil périnatal, mais c'est pour toutes les personnes qui ont perdu un enfant. J'allais oublier de le dire et c'est important, je pense. Voilà, donc merci d'avoir été là. Si personne ne veut intervenir, voilà, moi c'est le livre que j'ai écrit, s'il y en a certains qui sont intéressés par ce livre. En tout cas, merci de m'avoir soutenu pour cette première conférence que nous allons utiliser pour faire passer ce message. Il est important, on va continuer à se battre. Il n'y a qu'en communiquant de toute façon qu'on arrivera à faire comprendre à tout le monde, aux parents qu'ils ont le droit de parler et à tous ceux qui les entourent qu'ils ont le devoir de les accompagner. Merci beaucoup.